Les femmes et la littérature. C'est le sujet que je vous avais promis et que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Vous sentez venir le mai ? Je me suis vite rendu compte que j'entreprenais quelque chose qui était beaucoup trop compliqué pour mon niveau. Expliquer l'histoire de la littérature féministe est un sujet bien trop complexe pour être abordé en une seule vidéo. Et en plus, en restant totalement transparente avec vous, la littérature... ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. Encore, la littérature d'après-guerre, jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à notre époque, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je pourrais potentiellement écrire sur ce sujet-là. Mais retracer toute l'histoire de la littérature, c'est juste mission impossible. C'est pourquoi je veux donc m'excuser pour l'énorme hype que j'ai mis sur les réseaux sociaux en vous promettant cette vidéo sur les femmes et la littérature. Parce que cette vidéo n'existera pas. Mais je suis quand même très têtue, et j'ai aussi des choses à vous partager. Pour comprendre pourquoi j'avais autant de mal sur l'écriture de ce sujet, j'en ai parlé avec une de mes amies et collègues, coucou Jade. Sans mentir, elle a décelé en 25 millièmes de seconde où était le problème. Sur ses conseils, j'ai remis de l'ordre dans mes idées, et là, l'évidence m'est apparue. En fait, c'est pas la littérature qui était importante à mes yeux, mais ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à son origine. En effet, quand je regarde la toute première version de mon script, en fait, je parlais pas de la prose, mais de la graphie. Avec ce nouvel axe en tête, j'ai repris l'écriture de mon script presque de zéro, et là c'est parti tout seul. Et c'est ainsi que sous vos yeux ébahis et vos oreilles bien tendues, que je reprends les rênes de cette vidéo. On va parler un peu de littérature, on va parler aussi un petit peu des femmes, mais surtout beaucoup de l'alphabet. L'histoire palpitante du Hangul, c'est tout de suite sur Cake Coffee Time. J'ai déjà fait une vidéo très générique sur l'alphabet coréen il y a déjà 5 ans. Elle est toujours correcte, donc pour ne pas faire de redites, je ne vais pas entrer dans les détails de la signification derrière les lettres, etc. Je vais mettre ici l'accent sur son histoire, et surtout sur l'évolution de sa fonction à travers le temps. Enfin, dernier petit point explicatif avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais appeler cet alphabet parfois Hunminjeongeum et parfois Hangul. Et c'est tout à fait normal. Ayez juste en tête que c'est le nom de l'alphabet. Ensuite, le pourquoi il y a plusieurs noms et pourquoi ça change, je vais pas vous le dire tout de suite en fait. Le watch time les gars, c'est ce qu'on appelle créer du suspense. En période de maladie, de famine et de météo capricieuse, le roi Sejong s'aperçoit que, malgré ses messages de prévention placardés aux 4 coins de la ville, son peuple ne les lit pas. Et en soi, c'est normal. Avant la création de l'alphabet, le peuple coréen est majoritairement illettré. Seuls les caractères chinois classiques sont alors utilisés et leur apprentissage n'est réservé qu'à l'élite. En s'en rendant compte, le roi décide d'appeler un groupe d'érudits, avec qui, en 1443, il crée le Hunminjeongeum, un alphabet tellement simple d'apprentissage que même un abruti peut l'apprendre en quelques jours à peine. Le pari est réussi et le Hunminjeongeum est promulgué en 1446. Mais cette brillante invention ne plaît guère aux nombreux successeurs au trône. Abandonner l'écriture noble du chinois classique pour quelque chose de vil qui, en plus, permet au peuple de s'exprimer, c'est une hérésie. Il faut comprendre que, depuis la dynastie de Goryeo, les Hanja, caractères de chinois classique, et l'analyse des textes chinois est la base de l'éducation, et est également au cœur de l'examen du Kwageo, un examen de recrutement des fonctionnaires qui permet entre autres d'améliorer sa classe sociale. Et en soi, ce genre d'examen existait déjà sous la dynastie Shilla, au 8e siècle. Si on ajoute à ça l'enracinement du néo-confucianisme dans le pays, l'influence culturelle chinoise est non négligeable auprès des érudits et de l'élite. Pour ces nombreuses raisons, les successeurs de Sejong ont purement et simplement banni l'alphabet après son décès. Alors que le Hunminjeongeum représente une liberté d'expression pour le peuple, il est dépeint comme indigne auprès de la haute société. Les grands aristocrates s'en sont donnés à cœur joie pour dévaloir ces créations en la relayant comme écriture pour la maison, faisant directement écho à la situation de la femme à cette époque. En effet, sous la seconde moitié du royaume de Joseon, la séparation des sexes impose la femme de rester à la maison, pour se charger de toutes les charges ménagères et nourricières.
De l'autre côté, l'homme, avec le rôle de chef de famille qui travaille pour subvenir aux besoins financiers du foyer, est souvent à l'extérieur. Petite parenthèse ici d'ailleurs pour dire que ce fossé entre les genres est également visible et flagrant dans l'architecture des maisons traditionnelles. Les premières personnes à réutiliser cet alphabet sont donc les femmes. Elles qui n'ont pas le choix de rester tout le temps à la maison et dont leur existence apporte peu à la société et à la politique de la cour, ont commencé à l'utiliser d'abord en s'écrivant des lettres entre elles. Des communications non officielles et sans grande importance. Par exemple, pour savoir ce qu'elles ont pensé de la dernière saison de Single Inferno. Un sacré bordel si vous voulez mon avis. Quelques années seulement après sa création, l'alphabet endosse une fonction d'écriture de bas étage. Quelque chose qui fait honte, qu'on veut cacher et étouffer. Malgré cette interdiction de l'utiliser, les femmes ont continué à écrire avec cet alphabet. De correspondances épistolaires sans grand intérêt, elles enchaînent ensuite sur la poésie. En effet, au XVIe siècle, on observe un réveil de son emploi à travers le développement de deux genres de poésie, le krasa et le shijo. Ces deux genres existent depuis bien plus longtemps, sûrement la dynastie Goryeo, mais trouvent un vent de fraîcheur grâce au Funminjeongeum. L'art de la poésie était précédemment réservé aux classes hautes de la société, parce que leur création était écrite avec des hanza, donc des caractères de chinois classique. Avec un nouvel alphabet disponible et accessible même aux classes les plus basses, tout le monde peut maintenant prétendre devenir poète. D'un côté, le genre du krasa était souvent une poésie chantée. Est-ce que ça fait rapport au mot krasa, qui veut dire parole de chanson? Je serais pas étonnée que ce soit le cas. De l'autre côté, le shijo a une structure plus stricte de 3 strophes, avec un nombre de pieds bien spécifique, mais qui a évolué avec le temps. Je dis ça de manière très vague, mais c'est parce que c'est super compliqué et ça va allonger la vidéo et je me risque en plus de me perdre. Vous ne l'avez peut-être pas manqué, mais en effet, j'ai délibérément genré ce renouveau en insistant sur le fait que c'est grâce aux femmes et non aux hommes. J'avance ce propos en développant le fait que ces deux genres de poésie très à la mode ont été très pratiqués chez les femmes. Les aristocrates chantaient des krasas sur la nature et l'amour, et les giseng improvisaient des shijo sur l'instant pour divertir leurs clients. Le Funminjeongeum est une grande force, car elles n'ont presque jamais eu accès à une éducation. Cet alphabet est une première porte vers leur liberté d'expression et leur indépendance. Elles peuvent enfin faire quelque chose seules, s'élever intellectuellement parlant, sans attendre l'aval ni avoir besoin de l'aide ou l'accord de leur mari. Ensuite, de manière plus générale, un alphabet aussi simple permet enfin au peuple de s'exprimer plus largement, de partager leurs opinions, mais aussi de transcrire des traditions orales transmises de génération en génération. Ça passe par des chants païens comme le pansori, jusqu'aux recettes de mamie pour cuire une excellente tourte au potiron, ou celle de papy pour distiller le meilleur lambic. Après la poésie, la population s'est attelée à un nouvel exercice. L'injustice faite au bas peuple vis-à-vis de l'apprentissage des caractères chinois classiques a engendré une nouvelle dynamique pour le Funminjeongeum. En effet, comme évoqué plus tôt, l'obtention du Kwageo permettait aux hommes de monter en grade et de changer de classe sociale. Mais pour ce faire, il fallait connaître les caractères et les textes confucianistes écrits en chinois classique. Pour réduire le fossé intellectuel entre les riches et les pauvres, des hommes et femmes ont donc décidé de traduire le système d'écriture en chinois classique en alphabet coréen. Mais comment se fait-ce donc-il ? Vous allez me demander. Tu nous avais dit tout à l'heure que l'apprentissage des hanza était réservé à l'élite masculine. Je vous répondrai d'abord « merci beaucoup de me suivre avec attention, ça fait plaisir !» Et j'ajouterai ensuite que vous avez tout à fait raison. Des hommes traducteurs, ça existe déjà à la cour. Ils traduisent les textes chinois de Chine en coréen, c'est-à-dire en utilisant un système d'emprunt de caractères chinois. Ouais, je sais, c'est super compliqué. Seulement juste une minorité d'entre eux traduisent ensuite ces mêmes textes avec le Funminjeongeum. En effet, pour la haute, la valeur de ces textes chinois ne mérite pas d'être retranscrit en Funminjeongeum. Le peuple ne mérite pas d'avoir accès à ce savoir et oser utiliser un alphabet aussi méprisable est un crime. Se mettre à dos toute l'élite et les fonctionnaires n'est pas une bonne stratégie, et je pense qu'on est d'accord là-dessus.
C'est ainsi que, je suppose, les femmes ont eu un grand rôle à jouer sur ce point-là. Mais alors, comment ont-elles fait ? Eh ben c'est assez simple. Comme je vous l'évoquais plus tôt, les femmes restaient en permanence à la maison. Quand leur mari avait un ou des invités, elles pouvaient tout à fait écouter aux portes, vu que personne ne se souciait d'elles. Les maris les plus conciliants aidaient leurs bien-aimés à l'apprentissage des hansa, mais aussi à d'autres connaissances bien plus complexes, comme l'économie ou la politique. Et c'est ainsi qu'elles se sont éduquées. À la maison, elles ont tout à portée de main. Même chose si on prend les Giseng. J'avais évoqué la condition de ces femmes sur l'épisode dédié à Kim Man-dok, qui est d'ailleurs mon préféré, où je rappelais aux gens que malgré leur statut inexistant, elles possédaient d'énormes connaissances en art, en littérature, mais aussi justement en économie ou en politique et j'en passe, pour mener à bien les différentes discussions avec leurs clients. C'est également vers cette période qu'apparaissent les premiers romans. Jusqu'alors, les écrits de fiction restaient très courts et se résumaient à la poésie. Le premier roman de l'histoire de Corée écrit avec l'alphabet coréen est La légende de Hongil-dong, attribué à Hogyun et a été écrit vers 1608-1613. Il raconte l'histoire de Hongil-dong, fils d'un aristocrate et d'une servante, qui se bat contre les discriminations dont il fait face, puis finalement rejoint une bande de brigands qui volent aux riches pour redonner aux pauvres. À notre époque, c'est un scénario vu et revu, mais remettons-le dans son contexte. À travers ce roman, écrit avec l'alphabet coréen et donc lisible auprès de toute la population, autant les riches que les pauvres, Hogyun critique ouvertement la politique de l'époque. Il en profite d'ailleurs pour envoyer des piques vis-à-vis de l'incapacité du gouvernement à contrer les invasions japonaises. Et pour cet affront, il va finir à l'échafaud. Ce roman reste néanmoins toujours extrêmement connu et est très ancré dans la culture coréenne. Séries, dessins animés, films, mangas, en Corée du Sud, tout le monde le connaît au moins de nom. J'en ai aucune idée pour la Corée du Nord par contre. D'autres romans sont également notables, comme Ku Un-mong ou Sashi Namjangi, écrit par Kim Man-jung. Racontant des histoires d'amour à rebondissement, ces romans ont participé à l'expansion de la lecture auprès du peuple de la péninsule et a donc aidé à leur alphabétisme et à leur littérisme. Dans le lot des anecdotes toujours aussi intéressantes de cette époque, il existait au XVIIe-XVIIIe siècle un système d'emprunt de livres illégal, comme une librairie de marché noir. Le texte politique de l'époque est extrêmement complexe, mais pour vous résumer très simplement, on va dire que on a les Montaigu et les Capulet qui sont les deux familles principales de la cour, mais elles veulent toutes les deux être la famille royale. Pendant plusieurs années, l'une prend le pouvoir, puis l'autre, etc. Pour pourrir la famille adverse, les partisans écrivent des crasses sur l'autre et les font circuler à travers ces librairies du marché noir. Par contre, si tu te faisais choper avec ce genre de bouquin, t'étais bon pour le bûcher. Dans la société coréenne de cette époque, la fonction de l'alphabet évolue drastiquement. Le Funminjeongeum est certes toujours déprécié et dévalorisé de la classe dirigeante par rapport au hansa utilisé pour les écrits officiels. Mais il n'est plus pour autant tabou. C'est une période de libération de la parole, de la créativité, de la transmission de savoir avec les transcriptions de littérature orale, mais aussi de revendications et de critiques plus ou moins directes envers les hautes classes sociales. Nous sommes à présent au début du XXe siècle, et la présence japonaise se fait de plus en plus importante dans la péninsule. En 1876, la signature du traité de Kanghwa, Kanghwa-do Choyak, impose une ouverture des ports pour le commerce. Sentant la menace flotter, une série de réformes, appelées les réformes de Krabo, Krabo Keihok, tentent de moderniser la péninsule. C'est donc en 1894, soit 4 siècles après sa création, que l'alphabet coréen est utilisé et adopté pour la première fois dans des documents officiels du gouvernement. Malheureusement, le pays est sur une pente glissante. En 1895 se termine la première guerre sino-japonaise où la Chine reconnaît la Corée comme territoire indépendant. Cette annonce attise l'envie du Japon pour récupérer à son tour la péninsule coréenne. Puis tout s'enchaîne très rapidement. L'assassinat de la reine Myeongsang le 9 octobre 1895 par les Japonais et l'écriture de la réforme Ulsa Choyak, permet ensuite l'institution d'un gouvernement pro-japonais à la tête du pays. À cause de la pression nippone et de ses ministres pro-japonais, le roi Kojong fuit en Russie.
enfin plus précisément dans le bâtiment de la Légion russe. Le peuple vit cette action comme un réel abandon, et décide donc de prendre les armes pour défendre eux-mêmes leur pays. C'est donc cette même année qu'on voit naître les premiers groupes des résistants, aussi appelés Clubs pour l'indépendance. Le plus intéressant de ces groupes s'appelle Shinminhae. La particularité de ce groupe est qu'il manifeste par le biais de l'éducation, de la presse et du renforcement économique, avec la création d'écoles privées par exemple. L'idée de mettre l'éducation en premier plan est extrêmement importante, car à cette période, 80% de la population est encore illettrée. C'est ainsi qu'une majorité du peuple acquiert de nouvelles connaissances grâce à l'apprentissage du Funminjeongeum et peut ainsi orchestrer des actions coup de poing. C'est également au XXe siècle que le linguiste Zhu Shigyang simplifie et standardise l'alphabet. C'est d'ailleurs grâce à lui que le Funminjeongeum devient Hangul en 1912. Oui, l'origine du nom de l'alphabet coréen, comme on le connaît maintenant, date de 1912. Grâce à ces manuels, la péninsule se littérise plus vite, passant de 80% d'illettrisme à 50% en 1950. Lorsque le souverain revient à la cour en 1897, il essaie de rattraper son retard face à ses voisins, la Chine et le Japon. Il proclame un nouvel empire, souvent d'ailleurs bien oublié, Tehancheuk. Il tente de moderniser la péninsule avec l'arrivée de l'électricité et la création de nouvelles infrastructures, mais il est déjà trop tard. La péninsule est peu à peu envahie par les forces japonaises, puis en 1910 est officiellement colonisée. Pour les personnes qui sont intéressées par cette période de l'histoire très mouvementée, le drama Mr. Sunshine est, à mes yeux, très fidèle vis-à-vis des tensions parmi les peuples et les pays étrangers présents sur la péninsule. C'est aussi truffé de détails historiques ultra passionnants. Sous la colonisation japonaise, la langue officielle devient le japonais, et l'enseignement du Hangul est banni en 1938. Il faut attendre la fin de la guerre et la libération en 1945 pour que le Hangul redevienne alphabet officiel des deux Corées. À travers cette période de troubles, le Funminjeongeum puis le Hangul acquièrent une toute nouvelle fonction. Il représente un symbole de la Corée, mais aussi une arme de résistance contre les envahisseurs. Toutes les aventures qu'a subies cet alphabet sont passionnantes. C'est assez fou de se dire que, d'une bonne intention d'un roi, son invention allait faire couler autant d'encre. Si je dois faire un petit aparté sur le Hangul à l'époque moderne, je dirais que l'alphabet a dépassé sa fonction pragmatique de communication pour devenir une réelle œuvre d'art. Le designer et typographe Han Sang-soo est un parfait exemple. Le Hangul est un jalon de l'identité coréenne à part entière, à la même hauteur que le kimchi. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur l'histoire du Hangul. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à écrire un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, je ferai en sorte d'y répondre le mieux que je peux. N'hésitez pas non plus à la partager à droite à gauche, c'est comme ça qu'on fait connaître la chaîne et ça pourra intéresser d'autres personnes. On n'oublie pas également le petit like et le petit abonnement si ce genre de contenu vous intéresse. J'ai beaucoup de scripts de vidéos d'histoire qui sont en cours actuellement, donc le planning de publication va être un peu plus, éparse que d'habitude. Mais je vous promets que ça va être vraiment du lourd, en tout cas j'ai beaucoup trop hâte. On se retrouve très prochainement normalement pour mes favoris du moment, parce que ça fait un moment justement que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Peut-être une fois tous les 3-4 mois, je trouve que c'est un bon timing, suivant que j'ai énormément de choses à vous raconter. Et ceci étant dit, je sors du champ, et je réalise que je suis en pyjama en dessous. Boah, Osef, hein. Regardez mon magnifique pyjama. Bref. La bonne journée, à bientôt!